Alors merci à toutes et à tous que vous êtes nombreux et nombreux, donc ça fait plaisir. Et donc tous ensemble, on va essayer de répondre à une question. Y a-t-il une vie après la déchetterie? Alors pourquoi cette question? Ça vous arrive peut-être à toutes et à tous d'avoir un voisin dans votre quartier, dans votre lotissement, qui refuse de mettre les pieds dans une déchetterie. Alors pour quelle raison? Parce qu'on trie et finalement tout va dans le même trou. Alors ça c'est une légende urbaine qui perdure. Et donc on va essayer de tuer cette légende urbaine et en essayant de répondre, donc j'ai une cinquantaine de diapos, et donc on va suivre toutes les bennes de la déchetterie. Une fois qu'elles sont pleines et qu'elles sont prises en charge par un prestataire, on va voir ce qu'elles deviennent. Et on fera évidemment un petit focus sur les métaux, puisque cet après-midi s'est tenu le GDR hydrométallurgie, et je vous ai réservé à la fin 3 déchets qui vous concernent tous, et on se demande bien ce qu'ils peuvent devenir. Alors, il y aura quelques chiffres, évidemment, des chiffres vérifiables qui sont des chiffres de l'ADEME, pour la plupart d'entre eux. Alors, les derniers chiffres sont ceux de 2015. En 2015, les ménages, c'est-à-dire vous et moi, eh bien, nous avons produit 9% de l'ensemble de tous les déchets français. La moitié d'entre eux, eh bien, ce sont ce qu'on appelle la poubelle grise, c'est-à-dire qu'on est venu les chercher au porte-à-porte avec une benne à ordures. Ensuite, vous avez fait l'effort de faire du tri. 20%, c'est la collecte sélective, soit en apport volontaire, c'est-à-dire vous êtes déplacé jusqu'à la benne à verre ou à journaux, ou alors on est venu dans votre comité de communes les chercher votre bac vert, votre bac jaune, ça existe encore. Et puis, eh bien, 29% des déchets ont été apportés en déchetterie. Alors les déchetteries, au dernier recensement 2015, il y avait en France 4643 déchetteries, contre seulement 1438 en 1996. Et cette même année 2015, eh bien, sont arrivés en déchetterie 13,5 millions de tonnes de déchets, ce qui fait 202 kg par habitant. Alors déchetterie, c'est sympathique comme mot, puisque si vous avez des problèmes avec les dictées, ça s'écrit de 2 façons. Et si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en déchetterie, alors allez, osez, qui n'a jamais visité une déchetterie? 3, 4, 5. Alors il y a 5 mains qui se sont levées. Alors je vous encourage à attendre le troisième week-end de septembre, c'est-à-dire la journée du patrimoine, parce que regardez ce que j'ai trouvé sur Internet. Dans le Morbihan, il y a eu un problème avec les services de l'équipement et ils ont attribué donc au panneau déchetterie le symbole monument historique. Donc ça vaut quand même le coup d'aller dans les déchetteries. Alors encore quelques chiffres sur les déchets collectés en déchetterie. Alors il n'y a pas de secret, a priori ce qui est amené avant tout ce sont les déchets verts, de tous ceux qui jardinent, qui tondent leur pelouse. Ensuite vous avez les encombrants. Donc les encombrants, ils ne sont pas pris en charge par les bennes à ordures ménagères, donc vous devez les amener. On verra quel est leur devenir. Et puis vous avez les déblais et gravats, alors peut-être moins dans les grandes villes, mais tous ceux qui ont une maison, qui sont en lotissement, qui travaillent, qui font du béton, qui cassent, qui recassent, eh bien vont amener du plâtre, des briques, etc. Donc c'est vraiment les 3 grands postes. Et puis vous avez le secteur bleu ciel. Le secteur bleu ciel qui correspond à ce qu'on appelle les matériaux recyclables. Et donc vous avez le bois, le verre, vous avez les papiers cartons, et puis d'autres matériaux qu'on verra. La destination de tout ça. Donc là, je réponds à la question à la deuxième diapo, c'est un peu dommage, je suis en train de tuer le suspense. Regardez, en fait, si on considère la valorisation pure et simple, et la non-valorisation, la non-valorisation, ce sont les 2 secteurs de camembert qui sont gris foncé et gris clair, c'est-à-dire le stockage. Stockage, 19%, et stockage pour déchets inertes, 11%, donc ça veut dire qu'on a déjà la réponse. Il y a 30% des déchets, parmi les 13 millions qu'on a apportés, qui ne seront pas valorisés, qui seront enfouis. Alors, vous êtes partis pour le voyage, on va commencer par la première benne. La première benne, eh bien, c'est la benne dite des encombrants. Alors, on va y mettre un peu de tout, et donc, destination des encombrants, eh bien, les installations de stockage de déchets non dangereux. Alors, en France, actuellement, au dernier recensement, il y avait, en 2014, 221 installations de stockage de déchets non dangereux, c'est-à-dire ordures ménagères et équivalents. Les plus grosses de la région sont celles de Léménil, près de Pont-à-Mousson, et celle d'Aboncourt, entre Thionville et Metz. Rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, ça c'est pas pour toutes les déchetteries, mais souvent à côté de la benne des encombrants, il y a la benne dite des incinérables.
c'est-à-dire des déchets qui ont à peu près la même typologie que les ordures ménagères, mais qui vont suivre le même chemin, c'est-à-dire être incinérés. Donc là, vous avez une photo d'un incinérateur. Donc pour l'agglomération nancéenne, c'est celui de Ludre. Il y en a 3 en Lorraine, il y en a un à Metz, et le dernier est à Tronville-en-Barrois dans la Meuse. Troisième benne, eh bien celle des déblais et gravats. Alors déblais et gravats, si vous allez à la déchetterie, vous avez ce petit panneau que je me suis permis de récupérer. Donc ce panneau qui est ici. Et si vous regardez bien, vous avez la deuxième vie. Réaménagement de carrières et granulats recyclés. Alors dans la vraie vie, recycler des granulats, c'est pas aussi facile que ça. Des carrières à combler, j'en connais pas, a priori. Et donc finalement, eh bien, là encore, on va faire appel au stockage, mais un stockage qui est beaucoup moins sécurisé, puisque ce sont des déchets qui par essence sont dits inertes, et on va les stocker dans des installations de stockage de déchets inertes, 657 ISDI sur tout le territoire national, qui ont stocké en 2012 82 millions de tonnes, alors évidemment, qui ne viennent pas tous de la déchetterie, on s'en doute. La vraie valorisation, elle va commencer avec la benne suivante, c'est-à-dire la benne des déchets verts. Alors là, évidemment, déchets verts, tonte de pelouse, élagage d'arbres, etc. Là, évidemment, j'en étais sûr qu'il y allait y avoir un bug. Alors je retourne, c'est pas grave, c'est les inconvénients du direct. Voilà, donc les déchets verts, donc là, a priori, eh bien, ils vont être dirigés vers des plateformes de compostage. Il y en a de plus en plus, il y en a une énorme qui est sur Metz. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce que les jardiniers essayent de faire désespérément dans leur composteur de jardin en 6 mois. Des vrais professionnels vont le faire en 3 mois, c'est-à-dire en humidifiant, en oxygénant et en surveillant la température, eh bien, on peut décomposer les végétaux en 3 mois. Ensuite, eh bien, ça va revenir vers chez vous, par exemple, sauf que là, vous les avez amenés gratuitement à la déchetterie et il va falloir payer le compost. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, vous avez les prix sur Metz, si ça vous intéresse. Compost en vrac, 22 € le mètre cube, et puis un sac de 40 litres, 4,50 €, tarif valable jusqu'au 31 décembre 2019. Alors là, nous avons vraiment des bennes qui sont gigantesques. Et puis à côté de ça, vous avez des autres systèmes de collecte qui sont beaucoup plus petits, parce qu'ils vont faire appel à des quantités de déchets plus faibles, comme par exemple, s'il reste des bricoleurs parmi vous qui ne vont pas chez Noroto ou chez leur garagiste, les huiles de vidange. Vous faites votre vidange, puisque ça vous permet de faire des économies. Alors il y en a qui la mettent dans la tronçonneuse, ceux qui font leur bois eux-mêmes, mais l'huile de vidange, eh bien, il vaut mieux l'amener à la déchetterie. Alors on va collecter les huiles de vidange, et les huiles de vidange, eh bien, leur seule destinée, c'est de la valorisation, mais cette fois-ci de la valorisation énergétique. Énergétique, pourquoi? Eh bien, alors, les principaux utilisateurs de ces huiles de vidange, comme d'autres huiles d'ailleurs, les huiles de laminage, ce sont les cimenteries. Donc les cimenteries vont faire des économies d'énergie assez importantes, puisque les cimenteries fonctionnent soit au fioul lourd, soit au gaz naturel. Alors je vous ai mis un petit tableau ici avec ce qu'on appelle le PCI, c'est-à-dire le pouvoir calorifique inférieur, c'est-à-dire la quantité d'énergie que va apporter cette matière première. Et donc on peut comparer l'huile de vidange avec d'autres combustibles classiques, c'est-à-dire le fioul domestique, et on n'est pas loin finalement du fioul domestique. Et pour certains déchets huileux, par exemple les huiles de laminage, ça va peut-être vous surprendre, mais les émissions atmosphériques de la cimenterie seront meilleures que si la cimenterie utilisait du fioul lourd avec très peu raffiné, dans lequel il y a énormément de soufre. Donc utiliser des déchets, ça va être économique pour la cimenterie, et en plus, l'impact environnemental sur l'air sera moindre. On va changer d'huile. Pour ceux qui vont faire des beignets, des frites, d'accord? Alors là, il n'y en a pas partout. De la collecte d'huile végétale, alors moi j'en ai dans la déchetterie de ma communauté de communes, et quand je discute avec celui qui s'occupe de la déchetterie, c'est le déchet qui est le moins évacué, c'est-à-dire qu'il lui faut à peu près 3 mois pour remplir un fût de 200 litres. Alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup, mais quand on regarde au niveau national, on comprend vite pourquoi. Le gisement qui a été estimé par l'ADEME, c'est-à-dire quand on va prendre l'industrie agroalimentaire et puis la grande restauration, on peut escompter collecter entre 100 000 et 150 000 tonnes d'huile végétale usagée. Dans la réalité, on en est à peine à 20%. D'accord? Alors c'est dommage parce qu'en les collectant, on les valorise automatiquement. Alors soit on fait de la valorisation énergétique, comme avec les huiles de vidange, mais il existe une filière qui permet de fabriquer du biodiesel, c'est-à-dire qu'à la place de prendre de l'huile de colza
détourner des ressources alimentaires, on va prendre de l'huile usagée et moyennement un traitement un peu différent, on va réussir à produire du biodiesel. Alors parmi les déchets que vous amenez en déchetterie, là il y a des gentils, hein, tout ça c'est très gentil, et puis il y a quelques déchets dangereux qui se cachent. Alors les déchets dangereux, avant on les appelait des déchets dangereux des ménages, DDM. C'était parlant. Mais il faut croire que ça faisait peur aux gens puisque maintenant on les appelle des DDS. Déchets diffus spécifiques, alors on est d'accord, ça ne veut rien dire. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça ne fait pas peur. Alors des exemples, hein, pareil pour les bricoleurs, donc pots de peinture, aérosols, cartouches de colle, de mastic, produits phytosanitaires, les solvants. Et là, ces déchets-là, eh bien, pour la plupart d'entre eux, ils vont faire un très long voyage. Alors si les déchetteries sont gérées par, enfin si les bacs de déchets dangereux sont collectés par Veolia, eh bien on va retrouver ces déchets dans le Pas-de-Calais. On va les retrouver à Courrières, à côté de Lens, dans un incinérateur qui s'appelle Sautrénor, qui a une capacité d'incinération de 140 000 tonnes par an. Alors on va suivre nos déchets, les voilà, vous les retrouvez. On va les introduire dans le four, et puis eh bien, c'est de la valorisation énergétique. Alors qu'est-ce qu'on va valoriser? Alors, on est dans un incinérateur qui va incinérer des choses qui ne brûlent pas tant que ça. Alors évidemment du plastique ça va, des pots de peinture en ferraille, on ne peut pas dire que le PCI soit élevé. Malgré ça, eh bien, on va produire de l'électricité, et l'usine Sautrénor eh bien, alimente sur une année 1200 foyers de l'agglomération lensoise. Voilà, donc ça veut dire que les Mosellans, les Meurthe-et-Mosellans permettent aux ch'tis de s'éclairer. C'est quand même bien. Et à la fin, il y a encore de la valorisation, parce que quand on va incinérer des bidons en plastique, il ne restera rien. Alors évidemment, on retraite les fumées, hein, il n'y a aucun impact environnemental sur l'air. Et à la fin de l'incinération, eh bien, si on a incinéré des pots de peinture, eh bien, on va récupérer, qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté. Ah, je crois qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de piles, bon, c'est pas grave. Décidément, j'ai un problème aujourd'hui avec les pointeurs. Donc, dans le four, on va récupérer la ferraille. Et sur une année, en moyenne, Sautrénor arrive à récupérer 2600 tonnes de ferraille qui est renvoyée vers les aciéries. Donc là, à la fois, principalement, c'est de la valorisation énergétique, mais on voit qu'il y a aussi un peu de ce qu'on appelle la valorisation matière, parce qu'on a réussi à valoriser la ferraille. Alors ensuite, on va passer à un déchet qui est le premier déchet qui a été collecté en France, puisque la collecte a commencé en 1974, le verre. Alors le verre, qu'est-ce qui se passe? Non, alors voilà, là, il me manquait une animation, le verre, pardon. Alors la France, il faut le savoir, eh c'est le 3e producteur européen de verre d'emballage. 14% de la production européenne. C'est le premier consommateur européen de verre d'emballage. Malheureusement, ce n'est que le 13e sur la collecte et le recyclage, donc on est mauvais. Alors, tout le monde n'est pas classé, mais vous avez ici le classement 2015. Alors, il n'y a pas les 12 qui nous précèdent, il y a uniquement les meilleurs du classement. Alors, sans surprise, hein, Belgique, Autriche, on a aussi les pays scandinaves, mais ils n'ont pas été mis. Et puis, en dessous de nous, eh bien, vous avez Portugal, Espagne, et puis d'autres. Et alors, curieusement, nous, on fait juste ce qu'il faut. Hein. On est à la moyenne de l'Union des 28. Donc, 73% de récupération, de collecte du verre seulement. La Belgique, 95. Pourquoi 95? Parce que la Belgique a maintenu quelque chose que nous, on a trouvé has-been, la consigne du verre. Le verre est consigné, c'est-à-dire que vous avez payé potentiellement votre bouteille, et tant que vous ne l'avez pas rendue, eh bien, elle vous coûte de l'argent, cette bouteille. Voilà. Bon. On peut méditer. Alors là, on va parler un tout petit peu de traitement, hein, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Alors, vous faites le premier tri du verre, et derrière, évidemment, on va travailler. Alors, on va travailler notamment il y a à Saint-Mange dans les Vosges, c'est le centre de production de calcin qui est le plus proche, chez Sibelco. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien on va éliminer les métaux ferreux et l'aluminium, par exemple d'une bouteille de Perrier. Ça c'est facile à faire. On va détecter les impuretés. Alors porcelaine, faïence, pourquoi? Parce que moi j'ai déjà vu des gens qui essayent de mettre dans des bennes de collecte de verre dont l'orifice est circulaire, des assiettes, à les casser sur les genoux. Bon. Alors évidemment, la faïence c'est infusible dans un four verrier, donc ça pose des gros problèmes, donc il faut faire le tri et éliminer tous ces indésirables. Ensuite, on va souffler les éléments légers, bouchon papier, et on va enfin transformer le verre en calcin, c'est-à-dire qu'on va le broyer, et puis on va le vendre au verrier. Alors la vente au verrier, eh bien, c'est l'État qui fixe le prix une fois par an,
Donc pour l'année 2019, eh bien, le calcin est vendu au verrier à 24,38 €. Et sur ces 24 €, il y a 1 € qui est reversé, et ça depuis 1974, à la recherche contre le cancer. Ça, on a gardé ça. Voilà. Alors, petite anecdote, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en janvier dernier. Il y a des gens qui se posent la question, oui, j'ai un bocal de confiture ou de moutarde, je vais quand même pas le laver parce que ça va user de l'eau. Finalement, c'est pour aller dans un four verrier à 1600 degrés, ça va être détruit. Alors, détrompez-vous. Tous les composés qui contiennent des sucres ont un pouvoir réducteur et donc dans le four verrier vont poser des problèmes. À tel point que ceux qui fabriquent le calcin sont en train d'étudier la possibilité d'ensemencer les tas de calcin avec des bactéries pour biodégrader la matière organique de manière à ne pas poser de problème dans les fours verriers. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le lave-vaisselle s'il reste une petite place et après je le mets seulement au tri du verre. Un tout petit mot sur les papiers cartons. Alors papier carton, vous voyez l'évolution de la courbe, donc on a collecté plus de 5 millions de tonnes de papier carton en 2015 et on incorpore de plus en plus de papier carton dans l'industrie papetière. Vous voyez la courbe comme elle monte, on en était à 66,3 de taux de réinsertion de papier carton en 2015. Donc là, ça marche bien. Et maintenant, petit à petit, on va aller vers les métaux. Alors, avant d'aller vers les métaux qui vont être difficiles à extraire, on va d'abord passer par les métaux pour lesquels c'est de la rigolade. Alors, la benne des métaux non ferreux, symbolisée par un petit vélo à qui il manque une roue. Donc cette benne, eh bien, en 2015, on a réussi à valoriser 12,6 millions de tonnes de ferraille sur tout le territoire. Et regardez le chiffre que j'ai mis en rouge. Ça peut paraître surprenant, et ça a beaucoup évolué depuis 2011. C'est que la première source de ferraille qui va alimenter les aciéries, eh bien, ce n'est pas la démolition des bâtiments, parce qu'on a beaucoup démoli, mais on s'est calmé. Ça va être les déchetteries et la collecte au porte-à-porte. Tout le monde connaît un ferrailleur. Et donc la collecte des ferrailleurs et puis les déchetteries, c'est 69% des ferrailles qui sont dirigées vers l'industrie sidérurgique. La benne juste à côté, c'est la benne des métaux non ferreux. Alors les métaux non ferreux, il n'y en a que deux, en gros, qu'on va retrouver en déchetterie, c'est l'aluminium, 745 000 tonnes d'aluminium collectées en 2014, et puis le cuivre, 183 000 tonnes collectées la même année. Alors, c'est cette benne qui attire les convoitises, d'accord? Et les déchetteries, eh bien, sont sujettes à de nombreux vols. Le cuivre est le métal le plus recherché par les délinquants, et d'après les chiffres, c'est 60% des vols de métaux déclarés. D'accord? Donc c'est un métier dangereux, gardien de déchetterie. Le prix du cuivre, alors j'ai fait des efforts ces jours-ci, donc j'ai cherché pas mal de cours de métaux. Le cuivre au 24 novembre était à 5,29 € le kilo. On verra que c'est loin d'être le métal le plus intéressant économiquement. Mais les autres sont plus difficiles à voler. Alors, hop, une petite entorse. Tiens, j'ai incorporé les bouteilles et flacons plastiques au milieu des métaux. Alors les emballages. Alors là, on est en plein dans l'actualité sur les emballages. Alors les emballages en 2016, c'est 3 334 000 tonnes collectées. Taux de recyclage qui est pas trop mal, 68% de recyclage en 2016. Malheureusement, ça cache des disparités énormes parce que dans l'emballage, il y a le verre. Le verre, il est recyclé à 73%. Par contre, parmi ces emballages, il y a des emballages qui ne sont absolument pas recyclés. Alors, si on regarde en détail, ça, c'est la répartition des gisements. Donc, vous voyez, la partie de camembert qui est vert, c'est le vert. Donc, c'est pratiquement la moitié. Les papiers cartons, autres que les briques, parce que les briques, c'est un peu plus compliqué à recycler, c'est 20%. Et puis, les fameux plastiques, vous avez les bouteilles et flacons, c'est 9,6%. Et tous les autres emballages en plastique, que ce soit des pots de yaourt, des emballages de jambon tranché sous vide, n'importe quoi, c'est 13%. Et voilà donc les taux de recyclage. Donc on avait une moyenne à 68. Alors l'acier 120, il n'y avait pas l'explication. Bon, 120% de recyclage, on a créé de la matière. Donc j'ai pas eu d'explication sur le site d'éco-emballage, sur ce rapport. Donc l'aluminium peut mieux faire, 43% seulement d'aluminium recyclé. Quand on voit les économies d'énergie qui sont liées au recyclage d'aluminium, c'est quelque part honteux d'en perdre autant. Papier carton, ça c'est pas trop mal.
Bouteilles et flacons, bon, on a juste la moyenne. Et puis alors les autres emballages plastiques, 3%. D'accord, 3% donc, pour tous les emballages plastiques. Alors on va prendre juste un exemple, on va prendre l'exemple du PET, de polyéthylène terephthalate, donc que tout le monde connaît, puisque c'est le polymère qui sert à faire des bouteilles d'eau, comme cette bouteille de Perrier qui est au premier rang, et qui sert également à faire des bouteilles de shampoing, des bouteilles de tout ce que vous voulez, eau de javel, canard WC, peu importe. Non, pardon, ça c'est le PEHD. Donc en 2014, le PET, on a réussi, tant bien que mal, à en récupérer 141 000 tonnes, et puis la même année, eh bien, 31 000 tonnes de PEHD issus de la collecte sélective, donc uniquement des particuliers. Alors le PET, que devient-il? Alors en Lorraine, on a 3 usines de recyclage de PET. Hein. Il y en a une à Vézelise, et il y en a une à Verdun et une à Neufchâteau. Les deux de Verdun-Neufchâteau ont été rachetés par le même groupe irlandais qui vient d'être racheté par un groupe américain. Donc c'est des usines qui s'appellent Vellman France Recyclage. Alors voilà le bilan de l'usine de Verdun, usine qu'on visite avec nos étudiants de master. C'est très intéressant à voir. Donc 27 000 tonnes entrantes en moyenne dans cette usine. Alors vous ferez le calcul vous-même, hein. Une bouteille plus un bouchon, ça fait 25 grammes. Je vous laisserai calculer le nombre de bouteilles. Et donc la production de l'usine, il y a quelques années, c'était uniquement des fibres. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit dans l'agroalimentaire de refabriquer des bouteilles d'eau avec du PET issu du recyclage. On avait beaucoup trop peur que des gens fassent n'importe quoi. Et donc, pendant longtemps, eh bien, la seule valorisation, c'était faire des fibres. Pourquoi? Parce que le PET, c'est un polyester, et le polyester, ça fait belle lurette qu'on en fabrique, qu'on fait des vêtements avec. Et donc, la principale utilisation de ces fibres, c'est le rembourrage de housses de couette. Alors, on vous parle tous des vestes polaires, mais les vestes polaires, c'est anecdotique, hein. Donc, la majorité des fibres qui proviennent des bouteilles plastiques sont dans les housses de couette. Gros avantage, personne n'est allergique au polyester. Hein, alors qu'à la plume, il y en a peut-être dans la salle. Voilà, donc ça, alors, et en plus ça alimente des entreprises du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire qu'on pensait que le secteur de l'industrie textile était mort. Eh bien non. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des entreprises qui fabriquent, qui tissent le PET provenant des bouteilles pour en faire du rembourrage de couette. Et puis depuis quelques années, on a le droit, je crois que c'était en 2014, mais je ne suis pas sûr, on a le droit de refaire des paillettes qui vont être revendues aux fabricants de bouteilles à une seule condition, enfin 2 conditions, c'est qu'elles ne contiennent pas de PVC, donc inférieur à 100 ppm, donc inférieur à 100 mg par kilo. Et pour le PET vert, eh bien pareil, il faut que ce soit inférieur à 500 ppm. Alors le PET vert, on voit là ici, hein. La majorité des bouteilles est incolore, et puis il y a des fabricants qui ont la bonne idée, il y a de la Badois rouge, il y a du Perrier fine bulle bleu, et puis il y a du Perrier vert. Donc ça veut dire que sur la ligne de traitement, il va falloir se débarrasser de toutes les bouteilles colorées par des tris optiques pour pouvoir broyer les bouteilles incolores. Et si on n'a pas été capable de le faire, on ne sera pas capable de revendre les paillettes. Et évidemment, les paillettes sont beaucoup plus chères, on va rapporter beaucoup plus d'argent à l'entreprise que si on les valorise pour des fibres. Quand on fabrique des fibres, on va dire que l'entreprise, hein, elle a un niveau où elle risque de fermer du jour au lendemain. Quand on valorise des paillettes, là, la sécurité de l'entreprise est assurée. Voilà, donc là, on a passé pratiquement toutes les bennes, y compris les bornes de collecte qui sont en dehors des déchetteries. Et puis maintenant, je vous l'avais promis, on va faire un focus sur 3 déchets. Des déchets qui touchent tout le monde. Des déchets qui contiennent des métaux, mais des déchets qui ne sont pas aussi facilement traitables que ceux qu'on vient de voir. Alors on va commencer par les piles accumulateurs portables, c'est-à-dire que la définition, ce sont des piles accumulateurs inférieures à 1 kg. Donc la batterie au plomb de la voiture n'en fait pas partie. Les tubes luminescents et les ampoules basse consommation. Et on terminera par les circuits imprimés de téléphones portables. Alors, les piles accumulateurs, tout d'abord, donc on commence par des chiffres. Alors là, les chiffres vont donner le vertige. D'accord? Mise sur le marché 2017 des piles accumulateurs. Nous avons, vous et moi, acheté 1,424 milliard de piles. Ce qui représente un tonnage de à peu près 31 000 tonnes. Alors, parmi ces piles, les majoritaires, elles apparaissent en bleu ciel. Ce sont les piles dites alcalines, que tout le monde connaît. Et loin derrière, eh bien, vous avez les accumulateurs lithium-ion qui vont équiper alors, les ordinateurs portables et surtout les téléphones portables.
Tout ça faisant moins de 1 kg. Alors pour ces piles accumulateurs, eh bien, vous avez deux éco-organismes qui sont chargés de la collecte. Alors les éco-organismes sont à but non lucratif et donc ils vont mettre en place la collecte. Alors collecte, eh bien, chez les distributeurs, c'est-à-dire la FNAC par exemple, vous avez des bornes de collecte, les magasins de bricolage, etc., un peu partout. Et voilà le bilan de la collecte. Alors la collecte, elle augmente, hein, heureusement pour nous, donc on est à presque 14 000 tonnes collectées en 2017. Et les apports en déchetterie, c'est le secteur qui est bleu ciel. C'est-à-dire l'essentiel de la collecte des piles, ce n'est pas les déchetteries, ce sont les bureaux de tabac, la FNAC, tous les distributeurs, les supermarchés, etc. À côté, la case vide va se remplir avec l'évolution de la collecte. Et là, attention les yeux. Alors, vous avez en bleu les chiffres, et puis vous avez en 2016 quelque chose qui est en gris foncé, c'est les objectifs fixés par Bruxelles. Mais fixés il y a longtemps. Pour atteindre 45% de collecte, il a fallu qu'on attende l'année 2017 où péniblement on est arrivé à 45,3%. Autre objectif, là il est franco-français, en 2021, le gouvernement a donné comme feuille de route aux deux éco-organismes d'être capable de récupérer 50% des piles. Quand vous voyez la vitesse à laquelle progresse la collecte des piles, on n'y est pas. Donc là, de moi-même, en tant que proviseur et président du conseil de classe, je donne la mention passable à la collecte des piles. Mais les responsables sont devant moi, donc on en reparlera après. Alors on les collecte mal, certes, mais on en collecte quand même. Que deviennent ces piles? Alors vous avez une carte, elle date de 2014, vous avez l'ensemble des opérateurs de traitement des piles accumulateurs. Alors nous, on va s'intéresser à trois d'entre eux. Comme je suis un peu chauvin, on va commencer par un Mosellan, donc Eurodieuze Industrie, installé à Dieuze. Ensuite, on va voyager jusque dans l'Aveyron. Hein, on en a parlé tout à l'heure avec une présentation au GDR. On ira voir ce que fait la SNAM à Viviers. Et puis là, il y a eu une petite délocalisation. Hein, l'usine Valdy, rachetée par Eramet, n'est plus dans la Vienne. Elle a délocalisé, mais pas en Pologne, pas en Tchéquie, dans l'Allier, à Commentry. D'accord? Donc en fait, il y a un tout petit décalage de cette entreprise. Alors on va commencer par Eurodieuze Industrie, donc site du groupe Sarpi Veolia. Et là, vous allez certainement être surpris. Chez vous, vous avez fait un premier tri, c'est-à-dire vous avez peut-être dans un coin un petit bocal, vous mettez les piles alcalines, vous mettez de temps en temps une pile bouton au lithium, et puis d'autres, et puis quand le truc est plein, vous l'amenez à la déchetterie ou dans un magasin quelconque. Donc vous avez des piles en mélange. Quand elles vont arriver, donc quand les éco-organismes vont les prendre en charge et qu'elles vont arriver chez des retraiteurs, eh bien on va continuer le tri. Mais pour les piles et accumulateurs, impossible d'imaginer un tri automatique. Impossible. Donc le tri va être manuel. On va faire ce qu'on appelle du tri négatif. Comme la majorité des piles sont des piles alcalines, on va les laisser passer sur le tapis roulant, elles vont tomber dans un bac en bout de chaîne, et les deux opératrices qui travaillent, eh bien, elles vont repérer les couples de piles. Elles vont les attraper et les jeter en face dans des petites cases en bois, et ça va tomber dans des fûts. Et l'erreur de tri, alors que c'est du tri humain, d'accord, est inférieure à 1%. Alors les erreurs de tri, on s'en rend compte rapidement. S'il y a une petite pile au lithium qui était coincée sous une grosse pile alcaline 4,5 V et que ça arrive dans le broyeur, on entend une petite détonation. Ah, une erreur de tri. D'accord ? Alors une fois qu'elles sont triées dans leurs bacs respectifs, on les emmène au broyeur. Alors le broyeur, le voici. Alors il y en a deux chez Adieuze. Donc là, c'est la ligne de broyage des alcalines. Donc vous avez une trémie de chargement, on va venir vider un fût. Ensuite, ça monte sur le tapis roulant, ça tombe dans un broyeur à couteau. Au-dessus du broyeur, j'ai plus de pointeur, mais au-dessus du broyeur, vous voyez, il y a un système de captation des fumées. D'accord? Parce qu'en fait, on peut avoir des émissions, alors si on a des mélanges d'alcaline et de saline, on peut avoir des émissions d'ammoniac ou des émissions de dichlore, et donc on retraite les rejets, évidemment, pour pas qu'il y ait de pollution atmosphérique. Ensuite, ça tombe sur un tapis vibrant, ce qui va permettre à la poudre noire qui est à l'intérieur, qu'on appelle la black mass, elle va tomber dans un big bag. Ensuite, les autres copeaux vont continuer leur chemin sur le tapis roulant.
Un overband magnétique va permettre de récupérer les métaux ferreux. Et puis derrière, vous avez un autre système, une roue à courant de Foucault qui, avec un système d'aimant, va permettre d'éjecter tous les métaux non ferreux, principalement le zinc, l'aluminium et le laiton, qui sont les 3 alliages qu'on va retrouver dans les batteries et dans les piles. Ce qui fait que je suis capable de récupérer 4 fractions. La fraction fer métallique ou alliage ferro-nickel, eh bien, elle va se retrouver vers la sidérurgie, la valorisation est facile. La deuxième fraction, copeaux non ferreux, zinc, aluminium, laiton en mélange, alors là, évidemment, le travail de Veolia s'arrête là. On va revendre ça à un négociant de métaux qui se débrouillera pour séparer les métaux, les autres métaux, et puis chacun d'eux va être dirigé vers sa propre métallurgie. Les papiers plastiques sont souillés, contiennent des éléments des piles, donc là, pas de valorisation possible autre qu'énergétique, et on prend le même chemin que les déchets diffus spécifiques des déchetteries. On va vers Sautrénor pour les incinérer. Et puis il reste dans le carré rouge le cœur de la pile, la black mass. Et cette black mass, eh bien, elle va contenir des métaux qui peuvent être extrêmement intéressants d'un point de vue pécunier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette black mass? Alors là, j'ai vraiment simplifié avec des termes qui, j'espère, sont clairs pour tout le monde, en partant du principe qu'il n'y avait pas que des scientifiques dans la salle. Alors, première étape, de la chimie fine. Acide sulfurique concentré pour dissoudre la black mass. Alors, on n'arrive pas à tout dissoudre, il y a des insolubles, on filtre. Ces insolubles, eh bien, leur destination, c'est à l'installation de stockage de déchets dangereux. Ensuite, on va récupérer l'un des 2 métaux en formant un sel insoluble, on appelle ça de la précipitation. Une fois qu'on a un composé insoluble, on filtre une deuxième fois. On récupère un filtrat dans lequel il y a le 2e métal, et on va reprécipiter à nouveau un composé insoluble et rebelote une 2e filtration sur un autre filtre presse pour ne pas polluer la matière première avec ce qu'on a filtré sur l'autre filtre. Et là, le tour est joué. Presque. Alors, 2 exemples. Premier exemple, les piles zinc, alcalines zinc-manganèse. Donc là, 2 métaux à récupérer, le zinc, le manganèse. Dans l'étape 3, on va précipiter de l'hydroxyde de zinc. Dans l'étape 6, on va précipiter du carbonate de manganèse. Si maintenant je prends un accumulateur nickel-cadmium d'un outillage électroportatif, étape 3, je vais d'abord précipiter du carbonate de cadmium. Et dans l'étape 6, eh bien, en fait, je vais avoir principalement du nickel, mais il y a un peu de cobalt dans les batteries, donc j'aurai un mélange hydroxyde de nickel, hydroxyde de cobalt. Alors je vais m'arranger pour que ça soit de bonne qualité, d'avoir fait une belle séparation, parce que si je pollue un produit par l'autre, je vais avoir des pénalités sur la reprise. Et donc, à qui je vais refourguer tout ça? Alors les carbonates, que ce soit le manganèse ou le cadmium, eh bien, ils vont retourner chez les fabricants de piles accumulateurs. D'accord? Et là, il y a un cahier des charges. On va dire, ben, on ne veut pas de fer dedans, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas de cela, sinon ça perd de la valeur à la revente. C'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. Hein. Le carbonate de manganèse et le carbonate de cadmium ne valent rien. Le carbonate de cadmium, il va aller jusqu'à Poitiers, hein, chez la Saft, qui est le dernier producteur français d'accumulateurs nickel-cadmium. L'hydroxyde de zinc, lui, s'il est suffisamment pur, eh bien, il va partir vers la sidérurgie, la métallurgie du zinc. Quant au mélange cobalt-nickel, il va être acheté par Eramet. Et si ces produits sont de bonne qualité, eh bien, Eramet va les acheter, ou les producteurs de zinc, 60% du cours du métal. D'accord? Donc vous avez intérêt à avoir quelque chose de propre, à avoir quelque chose de sec, c'est-à-dire on va sécher les précipités avec des sécheurs infrarouges, parce que non, on va peser de l'eau. Et là, on va perdre de l'argent. Alors tout ça, tout ce qui est fait sur le site de Dieuze, évidemment, c'est fait dans un respect total de l'environnement, bien entendu. Il n'y a pas de pollution atmosphérique quand on broie, il n'est pas question qu'il y ait une pollution du milieu naturel quand on va se débarrasser en bout de chaîne des filtrats. Donc les rejets de l'usine sont réalisés dans le Spin, qui est un affluent de la Seille. Et donc pour pouvoir rejeter, eh bien, il faut absolument que vous respectiez tous les critères de l'arrêté préfectoral. Voilà. Et donc tous les métaux qui sont listés ici, si une seule valeur dépasse le chiffre qui est indiqué ici, le rejet est interdit. D'accord? Donc on va orienter vers un autre site de Cénilor, ou alors on va traiter avec des résines échangeuses d'ions pour mettre en conformité les rejets. Alors on
on va parler quand même d'un déchet qui paraît anodin, hein. Les piles de vos montres ou calculatrices, qu'on change une fois tous les 5 ans. Les piles boutons CR2032, d'accord, pile au lithium. Donc lithium et oxyde de manganèse. Regardez ce fût. Un fût de 200 kg contenant des piles, dans lequel on a mis un peu de perlite pour isoler les piles les unes des autres, pour pas qu'elles se mettent en court-circuit. Et au mois d'août 2010, malheureusement, il y a un chariot élévateur qui a déplacé un fût. Ça a fait bouger les piles. Il y a des piles qui se sont mises en court-circuit. Et regardez, dans la nuit du 26 août 2010, à cause d'un fût de piles boutons, la moitié de l'usine de Dieuze est partie en fumée. Fort heureusement, aucun impact sur la ville de Dieuze, parce que les vents dominants ont eu la bonne idée de tout emmener vers la rase campagne. Alors l'usine a été reconstruite, sécurisée un maximum, mais vous voyez que c'est un métier qui est dangereux, le retraitement de certains déchets. Alors évidemment, le broyage des piles lithium ne se fait pas aussi facilement que les piles zinc-manganèse ou les accumulateurs nickel-cadmium. Vous voyez ici, vous avez un tout petit broyeur, et ce broyeur va faire du broyage sous eau. C'est-à-dire que dès que la pile au lithium se retrouve à l'air libre, le lithium est très réactif, il va réagir avec la vapeur d'eau, donc il va produire de l'hydrogène. À l'intérieur, vous avez des solvants organiques, et en fait, les piles explosent. Et donc, s'il y a des solvants organiques, ça s'enflamme, et là, pas de risque, parce que tout le broyage est fait sous une pluie d'eau. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe en Moselle, à Dieuze. Maintenant, on va voyager un peu, on va descendre en diagonale la France et on va s'arrêter, on va aller voir ce que font la SNAM et Eramet. Donc là, alors tout à l'heure, on a parlé au GDR d'hydrométallurgie. Pour l'instant, l'activité principale de ces deux sites, c'est de la pyrométallurgie. Alors, on va voir ce que c'est. On va commencer par la SNAM. Alors la SNAM, est un site qui est habilité à retraiter par exemple des batteries nickel-cadmium, mais avec un procédé qui n'a rien à voir avec celui qu'on vient de voir. Là, on va travailler à haute température, dans un four, on va pyrolyser, c'est-à-dire on va détruire tout ce qui est plastique, etc. On va réduire les métaux en mettant du coke métallurgique. Le cadmium, qui est un métal volatile, va distiller, on va le récupérer, et voilà, tout en bas dans le carré vert, la qualité des produits qu'on va sortir. Donc du cadmium d'excellente pureté, pareil, revendu à la Saft à Poitiers. Et puis un alliage de ferro-nickel, évidemment, qui va intéresser les aciéristes, puisqu'avec du ferro-nickel, vous ajoutez du chrome et vous fabriquez des aciers inoxydables. Dans le centre de la France, donc dans l'Allier, eh bien, vous avez l'usine Eramet Valdy, qui elle, par exemple, va retraiter les accumulateurs nickel-métal-hydrure. Et là, un seul produit fabriqué. Malgré la complexité de ces batteries, on ne revend que du ferro-nickel. Pourquoi? Eh bien parce que les terres rares présentes dans cet accumulateur, c'est-à-dire lantane, cérium, praséodyme, néodyme et un pouillème de samarium, se retrouvent dans la scorie, à la surface du métal liquide. Et les scories, eh bien, alors il y a des programmes qui essaient de les valoriser actuellement, des programmes européens, mais pour l'instant, les scories, il n'y a pas de valorisation. Donc ces scories, eh bien, elles sont stockées. Donc on perd toutes les terres rares de ces accumulateurs NiMH. Alors il est temps d'arriver au bilan du recyclage des piles. Alors le bilan, dans ce tableau, vous avez encadré en rouge l'objectif que nous a fixé l'Union européenne. Pour les accumulateurs nickel-cadmium, qui sont dangereux pour l'Union européenne, puisqu'elle les a interdits pour les particuliers depuis 2016, les accumulateurs au plomb et les autres piles accumulateurs qui sont dans une catégorie à part. 75, 65, 50, et regardez dans le rectangle vert les chiffres de la France en 2017. Donc là, forcément, en tant que proviseur, là je donne la mention bien à très bien. Mauvais pour la collecte, excellentissime en France pour le recyclage des batteries. D'ailleurs, on importe énormément de piles accumulateurs. L'usine de Dieuze a un contrat avec l'État d'Israël. Eh oui, quand même. Alors regardez à côté, le recyclage, il n'est pas total malgré tout. Le recyclage, c'est 78% du tonnage qui est entré dans les installations de traitement. On a 8% de pertes dans les process eux-mêmes. On a 14% qui sont éliminés en installation de stockage, tous les résidus de l'exciviation. Et puis on a un peu moins de 0,1% de valorisation énergétique, tout ce qui est papier plastique souillé. Alors on va attaquer les deux derniers déchets, qui tous les deux sont dans la catégorie des déchets d'équipements électriques et électroniques, les fameux D3E.
Alors ceux qui nous intéressent, eh bien, on va les trouver dans la catégorie 3, c'est-à-dire les lampes, et dans la catégorie 6, petit équipement, pour nous, de télécommunication, l'informatique, on s'en occupera pas. Alors là aussi, les chiffres donnent le tournis. Mise sur le marché 2017. Alors, se sont vendus en France 835 millions d'équipements électriques, électroniques, soit pratiquement 2 millions de tonnes. Alors pour les ménages, c'est seulement 685 millions d'équipements pour à peu près 1,5 million de tonnes. Ce qui nous fait quand même, rapporté à la population française, 10,2 appareils par habitant par an. Alors attention, dans les appareils, il y a les ampoules. Dès que vous avez acheté 2 ampoules LED ensemble, ça compte pour 2. Bon. Donc il faut faire attention aux chiffres. Voilà, vous avez un petit camembert qui vous répartit tout ce qui a été vendu. Donc c'est assez bien réparti entre l'informatique, les jouets, les lampes et les téléphones portables. Alors en termes de collecte, la collecte des 3E est une obligation réglementaire du fait d'une directive européenne qui date de quelques années maintenant. Donc la collecte est en place, les déchetteries en font partie. Et la collecte, eh bien, pour l'année 2017, c'est plus de 750 000 tonnes de D3E qui ont été collectées. Parmi ces D3E, 690 000 provenant des ménages, le reste provenant de l'industrie et des services. Alors l'objectif, on n'a pas encore les chiffres, l'objectif que s'est imposé à lui-même l'éco-organisme écosystème, en discussion avec l'État, c'est d'arriver à 14 kg par habitant de collecte en 2019, alors qu'on n'était qu'à 8,8 en 2015. Donc il faut attendre la fin de l'année pour avoir les chiffres. Le traitement de ces déchets, donc il est en hausse. En 2017, on a traité 742 000 tonnes. Alors il y a un peu d'exportation, mais légale. C'est-à-dire on peut exporter des déchets électroniques. Si on a quelqu'un qui nous les achète suffisamment cher, on peut vendre. Mais on ne les envoie plus de manière systématique, on va dire en Chine, au Ghana, etc. Alors vous avez le camembert qui est à côté. Alors les couleurs, c'est pas moi qui les ai choisies, c'est l'ADEME. Tout était vert. Bon. Vous voyez les nuances de vert. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui ont des problèmes qui sont dyschroniques. Le plus gros camembert, 80%, c'est le recyclage matière. Donc là, on se dit, on est bon. Oui, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qu'on recycle énormément? La ferraille. Vous amenez votre lave-linge ou votre cuisinière en déchetterie. Évidemment, la majorité de la masse, c'est de la ferraille. Donc le recyclage est facile. Maintenant, si on va dans le détail, les parties plastiques et compagnie, les cartes électroniques, là, c'est beaucoup moins, on est beaucoup plus près de 10% que de 80%. Voilà, donc ça, c'est la présentation des déchets électroniques. On attaque l'avant-dernier maintenant. Donc dans la catégorie 3, les lampes. Anciennement appelées matériel d'éclairage. On aime bien changer le nom, pourquoi pas. Alors là, sur cette diapo, vous avez tout ce qui est sur le marché ou qui en est parti récemment. Par exemple, les ampoules à incandescence. D'accord? Alors, des halogènes, il en reste, non recyclables. Et puis, maintenant, c'est les lampes fluorescentes et puis surtout les LED qui sont en train d'inonder le marché et qui sont en train d'envoyer aux oubliettes la catégorie d'avant. Alors là aussi, les ventes, 169 millions d'unités au total en 2017, dont 127 millions de LED. Collecte des lampes par écosystème, anciennement appelé Recilum, donc 4868 tonnes, donc pratiquement 50 millions de lampes usagées collectées en 2018, entre les supermarchés, les magasins de bricolage et les déchetteries. Et le taux de recyclage 2018 est très bon, on est à 87,8%. Donc là aussi, mention très bien. Alors, j'ai découvert un organisme que je ne connaissais pas, c'est l'Association française de l'éclairage, qui fait un peu le bilan de ce que coûte l'éclairage à la France. Et donc, selon l'AFE, l'année prochaine, il faudra qu'on élimine 50 millions de tubes fluorescents, des vieux tubes, c'est-à-dire que l'éclairage en France est vétuste. Dans certaines entreprises, vous avez des tubes luminescents qui ont 30 ans. Et des tubes luminescents d'il y a 30 ans, ils contiennent entre 30 et 50 mg de mercure. Alors qu'actuellement, la législation limite le mercure à 5 mg. Donc là, vous voyez, ça veut dire que l'année prochaine, il faut doubler la capacité de traitement de nos usines. Alors justement, on va regarder une lampe fluo compacte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, majoritairement du verre, 88% de la masse. Des métaux, alors de l'acier, mais également souvent de l'aluminium et peut-être un peu de laiton. 4% de divers, c'est-à-dire des isolants, des choses comme ça. 3% de poudre, on va en reparler, et puis 0,005% de mercure. Ce qui fait de ces lampes, évidemment, des déchets dangereux.
Alors ça paraît pas beaucoup, 0,005% de mercure. Mais imaginez 50 millions d'ampoules que tout le monde jette, qui se cassent, envoyées dans l'air, 5 mg de mercure. Bah, faites le calcul, vous allez voir que l'impact il est énorme. Et puis les poudres, 3% de poudre luminophore. Ce sont les poudres blanches que vous voyez sur les tubes ou sur les lampes. Là, ici, donc il y a 3 pigments à l'intérieur d'une CFL. Ces 3 pigments ici, ils ont été éclairés par un rayonnement UV. On a 3 couleurs et on va reconstituer la lumière blanche. Les 3 terres rares présents dans ces tubes et dans ces lampes sont l'yttrium, le terbium et l'europium. Alors le premier à s'être lancé dans la valorisation des tubes, c'est Veolia, je pense vers 2010, peut-être un peu avant, avec un procédé qui a été développé en partenariat avec Philips Éclairage, qui visait uniquement à valoriser les tubes standards, c'est-à-dire les grands tubes luminescents. Donc l'usine a été conçue pour ça, la chaîne de traitement. Donc les tubes, on les voit ici en image, on les coupe aux 2 extrémités, on coupe les parties métalliques, on souffle de l'air comprimé à l'intérieur pour décrocher les poudres, récupérer au passage l'argon contenant la vapeur de mercure. Ensuite, dans le système d'aspiration, on va récupérer tout le mercure qu'on peut, on va récupérer des poudres. Ces poudres, elles sont encore un peu imprégnées de mercure qui s'est adsorbé à la surface. Et derrière, eh bien, une fois qu'on s'est débarrassé des poudres, on va broyer le verre. Et on va valoriser le verre qui va repartir dans la filière de fabrication des tubes. Le métal, eh bien, on va l'envoyer chez ceux qui en ont besoin. Et puis, il reste les poudres. C'est que 3%. Mais dans ces 3%, il y a des métaux dont on ne dispose pas. Donc, on s'est dit, évidemment, ces 3% de métaux, il va falloir qu'on les récupère. On va voir après ce qu'ils deviennent. Et puis, sur le marché sont arrivées la même technologie que les tubes qu'on connaît depuis 40 ans, sauf que pour pouvoir les mettre dans une lampe de chevet ou dans un abat-jour, on les a pliés. C'est la même technologie. On les appelle des lampes compactes, fluo-compactes. D'accord ? Et donc, évidemment, elles ne rentrent pas dans le procédé de traitement de Veolia. Donc, du coup, il y avait de la place pour les autres, et il y a une entreprise qui s'est mise dans le créneau, qui s'appelle Artemis, qui est dans l'Aube, qui a exactement le même système de traitement, sauf qu'en amont, on est obligé de faire un tri manuel. On voit les mains ici d'un opérateur, parce qu'évidemment, dans ces lampes, il y a de tout. Il y a des LED, il y a des halogènes qui se cachent, les gens ramènent de tout et n'importe quoi dans les bennes. Donc on va faire un premier tri pour s'assurer qu'il n'y a que des lampes fluo-compactes sur le tapis roulant. Et derrière, la valorisation est exactement la même. Et les poudres luminophores qu'on va récupérer à partir des tubes ou des ampoules, eh bien, ils ont eu pendant un tout petit laps de temps un procédé de recyclage. Alors, c'était pas au départ Solvay, c'était Rhodia, mais Rhodia a été racheté par Solvay. Et donc, l'usine de La Rochelle, qui existe encore évidemment, est une usine qui fabrique des produits à base de terres rares, alors soit pour faire des aimants, soit pour faire d'autres technologies. Et donc, on a décidé d'y mettre là-bas avec de l'argent qui a été mis. Solvay a investi plus de 10 millions d'euros sur ce site et celui de Saint-Fons, dans le Rhône, pour mettre en place la première unité européenne de recyclage de poudre. Malheureusement, eh bien, d'un point de vue économique, c'était pas rentable. C'est-à-dire, on refaisait des poudres qui étaient plus chères que celles qu'on allait fabriquer à partir des oxydes de terre rares achetés aux Chinois. Bon. Alors Rhodia le faisait. Là, c'était du patriotisme économique. C'était cher, mais on faisait un stock. Solvay n'est pas français. Le patriotisme économique des Français, il s'en fout. Donc Solvay c'est un gros groupe, c'est le 10e groupe mondial. Il ne va pas s'encombrer avec une unité qui est déficitaire. Donc on a fermé. Et puis finalement, il y a autre chose qui a causé la perte de cette unité de recyclage, c'est la montée en puissance des lampes LED. C'est-à-dire investir encore des millions dans un procédé alors que le gisement est en train de se tarir, ça n'avait pas de sens. D'accord ? Donc, cette usine est fermée et que deviennent les poudres ? Eh bien, les poudres, direction, installation de stockage de déchets dangereux. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent du mercure. D'accord ? Alors rassurez-vous, le tonnage n'est pas énorme. 3% de la masse sur le tonnage de tube, ça ne remplit pas les centres de stockage. Et donc pour terminer, on va parler de l'objet emblématique du 21e siècle, c'est-à-dire l'autre partie de vous-même, pas de moi parce que je ne suis pas un accro, mais les téléphones portables. Alors les téléphones portables, alors les chiffres datent de 2015, alors si vous avez le courage de lire, il y a un rapport que j'ai mis en bas, c'est un rapport du Sénat, qui est très bien fait, très très complet, donc qui date du 27 septembre 2016. Alors qu'est-ce que j'ai tiré de ce rapport ? Alors premièrement, la vente de téléphones portables, elle est relativement stable, d'accord, au demi-million près.
C'est-à-dire que tous les ans en France, eh bien, c'est 24 millions de téléphones portables qui se vendent. Pourquoi? Parce que chez les moins de 25 ans, il y en a peut-être quelques-uns qui se cachent dans la salle, la fréquence de renouvellement d'un téléphone portable, elle est de 6 mois. Ouais, si. Et chez les plus de 35 ans, comme moi, 2 ans. Non, en fait, moi, j'attends que la mise à jour du système d'exploitation ne soit plus faite, et puis voilà. Donc moi, je vais vraiment au bout du bout de la vie de mon téléphone. Alors, 92% des foyers français possèdent au moins un téléphone portable, et en moyenne, dans un foyer, on a 2,4 appareils. Alors là, le taux de collecte, accrochez-vous, 15%, et on est meilleur que la moyenne de l'UE. Alors, dans l'année 2015, les opérateurs téléphoniques ont récupéré 1 577 960 téléphones. Le reste a été collecté par écosystème, donc par exemple dans les déchetteries. Alors pourquoi? Alors je vais pas faire un sondage, hein, mais on va voir sur les diapos d'après, parce qu'on est peut-être un peu nombreux pour faire un sondage. Alors, Orange, qui a beaucoup été interviewé dans cette étude des sénateurs. Orange collecte des portables et Orange a une filière de valorisation. Alors, Orange travaille avec les ateliers du bocage qui sont dans les Deux-Sèvres, comme le nom l'indique. C'est une communauté Emmaüs qui va faire du tri des portables. D'après Orange, 25 mobiles ramenés par les Français, ça crée un emploi. Là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder quels sont les téléphones qui sont encore en état de marche. Ceux qui sont hors d'usage, ils vont partir vers le recyclage. Dans les téléphones en état de marche, on va les reconditionner et on va les revendre d'occasion en Afrique. Orange est allé plus loin. Orange, qui revend des téléphones, on va dire, de seconde main dans les pays d'Afrique, a signé des conventions avec pas mal de pays d'Afrique pour récupérer les téléphones définitivement morts de deuxième vie, pour les rapatrier en Europe pour les retraiter. Donc en clair, on ne se débarrasse pas de nos déchets électroniques. Normalement. Et là, on arrive à un chiffre. En 2016, Orange a décidé de faire une enquête. Et d'après Orange, il y a 100 millions de téléphones portables qui dorment dans les tiroirs des Français. Vous vous rendez compte du chiffre? Alors, je fais souvent des petits sondages. Le dernier sondage de grande ampleur que j'ai réalisé, c'est avec 138 élèves de 3e du collège de Quédange-sur-Caner, près de Thionville. 493 téléphones pour 138 élèves. Bon. Alors, le pourquoi du comment. Alors là, c'est Umicore. Umicore qui s'est lancé dans les sciences humaines. Umicore a fait un sondage pour savoir pourquoi les gens ne ramenaient pas les téléphones. Cause numéro 1, ça peut servir. Moi, j'ai des étudiants, ils en ont 8 à la maison. Alors, je veux bien qu'un puisse dépanner, mais 8, bon. Deuxième cause, eh bien, les gens, ils ne veulent pas ramener leur téléphone parce qu'ils ne savent pas comment débarrasser le téléphone de ses données. Eh oui, vous avez vos photos, vous avez tout. Comment je peux être sûr d'avoir tout éliminé, qu'on ne va pas récupérer des trucs sur mon téléphone? Troisième cause, l'aspect sentimental. C'est le téléphone que j'ai eu à la fête des pères, enfin bref. Voilà, ça c'est les 3 principales causes. Et puis il y a ceux qui ne savent pas que ça se recycle. Voilà, mais avant tout, ça peut servir. Alors, rappelez-vous, le taux de collecte misérable des batteries. Ben, on y est. 100 millions de téléphones, évidemment avec leur batterie à l'intérieur, au fond de votre tiroir. Ben, forcément, ils sont comptés dans la mise sur le marché. Tout ce qui est mis sur le marché, soit directement, soit dans des appareillages, comme les téléphones, c'est compté. On sait qu'on les a vendus, on ne les reverra jamais, puisqu'elles dorment dans vos tiroirs. Donc vous êtes responsable, vous, du mauvais taux de collecte des accumulateurs et des piles. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se cache dans un téléphone? Pourquoi il faut le ramener? Alors, bon, ce document d'écosystème date un peu, parce que, a priori, j'ai trouvé d'autres chiffres, mais bon, passons. La moitié du téléphone, c'est du plastique. 12% de métaux ferreux, 13% de ferreux, 12% de non ferreux, 4% de substances réglementées, c'est-à-dire les batteries, et puis 16,1% en masse de cartes électroniques. Et c'est là qu'est la richesse du téléphone. Ah oui, j'ai oublié, dans la 4e cause, pour conserver son téléphone chez soi, il a de la valeur, je l'ai payé cher, surtout si j'ai acheté le dernier iPhone 10. Je veux bien, mais il faut qu'on me le rachète.
Donc il y a des gens qui sont prêts à amener des choses en déchetterie, mais moyennant finance. Alors l'État français devrait s'y intéresser puisque la Belgique l'a mis en place. Les Belges, on devrait s'inspirer des Belges. Déjà, on devrait les annexer, comme ça on récupérerait leurs bonnes idées. En Belgique, vous êtes payé pour aller en déchetterie. Alors pas grand-chose, mais quelqu'un qui la fréquente assidûment, sur une année, il peut récupérer entre 50 et 80 euros. D'accord? Et là, on se dit, ben voilà. Parce que moi, j'ai des voisins qui me disent, moi, je n'amène rien en déchetterie. Je ne vois pas pourquoi je rendrais service à l'industrie et que à la limite, je vais même dépenser de l'essence pour aller à la déchetterie. Bon, là, moi, j'arrête de discuter. Là, je ferme, je ne suis plus enseignant-chercheur, je ne suis pas capable de convaincre mon voisin, donc j'abandonne. Comme ça, on reste en bon terme. À Lyon, c'est payant. Comment? À Lyon, c'est payant. À Lyon, c'est payant. Ouais. Voilà, bah c'est bien les Lyonnais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ces cartes électroniques? Alors voilà la mine. Alors si on prend les cartes, enfin les différentes strates à l'intérieur du téléphone plus l'écran LCD, on va pouvoir récupérer de l'indium, de l'argent, de l'or, du cuivre, du néodyme, du praséodyme, du platine, de l'étain, du tantal et du tungstène. Tout ça dans le téléphone. Si je regarde la batterie, si c'est une lithium-ion, je vais récupérer lithium-cobalt. Et si c'est une NiMH, eh bien c'est du nickel et puis 5 terres rares. Alors j'ai mis à jour les prix pour que vous ayez une idée de la richesse de vos téléphones. Oui, mais il y en a qui vont se dire, bah, alors, raison de plus pour que je les garde. Je vais attendre que le cours des métaux monte. Alors, je les ai mis dans l'ordre décroissant de prix. Évidemment, le plus cher, alors il n'y en a pas des tonnes dans le téléphone, c'est le palladium, 51 000 € le kilo. Et puis tout en bas, vous avez le cuivre à 5,29. Juste avant, il vient de prendre une énorme claque en début d'année. Le lithium a chuté énormément. Et le lithium, alors lui, il n'est pas coté en tant que métal. La cotation, c'est son sel, le carbonate de lithium, on n'est qu'à 8,62 €. D'accord? Et le cobalt, lui, est à 32. Vous comprenez que quelqu'un qui va recycler des batteries lithium-ion, le lithium, ça ne l'intéresse pas. Déjà, c'est difficile à récupérer, en plus, il ne vaut rien. Donc, le business de la batterie lithium-ion, c'est la récupération du cobalt. Alors, qui recycle? Alors, le chiffre a peut-être un peu évolué, mais seulement 10% des cartes électroniques de téléphone portable sont traités en France, principalement par deux entreprises, TND qui est près de Lille, et puis Morphosis qui est pas loin du Havre. Le reste, c'est-à-dire 90% de ces cartes électroniques, eh bien, partent à l'étranger, avec le leader qui est Umicore, hein, qui est à côté d'Anvers, et puis également le suédois Boliden et l'allemand Orubis. Alors, je vous ai fait un petit calcul qui est encore plus parlant, parce qu'on ne sait pas combien ça pèse une carte de téléphone portable. Mais maintenant, si je prends comme référence 1 tonne de cartes de téléphone portable, je vous ai mis les 6 principaux métaux présents à l'intérieur. Du moins cher au plus cher. Non, pas d'abord du plus présent au moins présent. Donc sur 1 tonne, dans ces cartes électroniques qu'on appelle des cartes riches, j'ai jusqu'à 250 kg de cuivre. Au cours du cuivre, j'ai déjà dans ma tonne pour 1322 €. L'étain, 30 kg, ça m'en rajoute 445. Le tantal, jusqu'à 10 kg, ça me fait 1171. L'argent, qu'on va trouver dans les soudures, 2994 €. Et enfin, l'or de certaines parties du circuit imprimé et le plomb, le palladium de certaines soudures, regardez la valeur marchande. Et quand on va les mettre ensemble, eh bien, la valeur totale de ces cartes riches, c'est au minimum 16 000 € la tonne, au maximum 64 000 € la tonne. Et si je prends rien que les 3 métaux précieux, eh bien, ça représente entre 92,6 et 95,4% de la valeur de la carte électronique. Ce n'est pas surprenant qu'en termes de valorisation, Umicore se contente de récupérer or, argent, plomb, palladium et puis au passage le cuivre. D'accord? Le reste, le tantal, qui est un métal critique, ça n'intéresse pas Umicore, il part dans les scories. D'accord? Alors, pour le reste des métaux, eh bien, on en est au stade de la R&D. Il n'y a pas de procédés qui permettent pour l'instant de récupérer efficacement les autres métaux, mais le business d'Umicore est très juteux. D'accord? Il met la main sur la majorité des cartes électroniques et il récupère des métaux qui ont énormément de valeur marchande. Alors, j'ai été un peu long, mais j'en arrive à la conclusion. Alors, on va faire comme au tribunal. À la question, y a-t-il une vie après la déchetterie? Les jurés ont répondu
Ah oui, d'accord. Alors, maintenant je vais vous sermonner. Il n'y a pas de recyclage efficace sans une participation massive du citoyen, d'accord. On dit que c'est la mine urbaine. Tout le monde a entendu cette expression. Ben, les mineurs, c'est vous. Hein. Ah oui. Si vous ne ramenez pas les déchets de la mine urbaine, on ne va pas pouvoir les recycler. Donc, ça, c'est important à dire. Ensuite, la collecte au recyclage, bah, c'est plus ou moins efficace. Alors là, j'ai fait comme maintenant à l'école primaire. Je ne mets pas de notes parce que c'est traumatisant. J'ai mis des codes couleurs. Donc, bonhomme vert, c'est bien. Bonhomme vert pour papier, carton, vert, lampe. Bonhomme jaune pour les piles accumulateurs, qui sont pénalisés par la collecte, mais pas pénalisés par le recyclage, parce que je vous rappelle qu'on est très bon en recyclage. Et puis bonhomme rouge pour les cartes électroniques. Alors on peut se dire qu'elles sont recyclées, mais ce n'est pas chez nous. C'est un peu dommage d'exporter tous nos déchets chez le voisin belge. Et alors, quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que même si un produit en fin de vie est recyclable, je ne dis pas qu'on sait tout faire, mais presque. S'il est recyclable d'un point de vue technologique, eh bien, il peut s'avérer économiquement non rentable de le recycler. On a vu le cas tout à l'heure des poudres luminophores de lampes basse consommation, et il y a d'autres déchets qui sont dans cette catégorie. D'accord ? Voilà, donc ça, il faut garder donc deux choses importantes à retenir. Ben, le recyclage, il dépend de vous, pour la plupart de ces déchets. On sait tout faire, mais il y a des métaux, par exemple, qui ont un cours qui est très fluctuant, et on peut se retrouver du jour au lendemain avec une petite PME qui avait mis en place un business, qui avait fait son business plan et tout, qui a été aidé par des subventions, et puis 4 ans après, boum, le métal s'effondre et c'est terminé. L'entreprise met la clé sur la porte. Généralement, il y a toujours un gros qui va la reprendre. C'est arrivé à Terra Nova d'ailleurs, qui a été racheté par un gros groupe américain. Eh bien, a priori, j'en ai terminé avec cette présentation, et donc maintenant, je vais essayer de répondre aux questions si vous en avez. Oui. Alors, est-ce que le mercure est gênant dans des tubes qu'on laisse mourir de leur belle mort? Non. Dès l'instant où le tube n'est pas cassé, il n'y a aucun risque d'émission du mercure. Alors justement, des tubes cassés, moi, ça m'interpelle toujours. Quand je vais par exemple à Leroy Merlin, j'ai envie de demander au directeur du magasin de faire des mesures d'ambiance. C'est-à-dire de mettre des capteurs à l'entrée, des capteurs mercure, parce que les gens arrivent, ils mettent les lampes, les tubes, on entend des bruits là-dedans. Et donc si on met la tête dedans, vaut mieux pas. À mon avis, il y a un bon tiers de ce qu'on met dans la benne qui se casse. Or, là, s'ils sont cassés, évidemment, le mercure va partir dans alors, si c'est aéré, c'est pas grave, il va partir. Mais si on est dans un espace confiné, bah, très rapidement, on va atteindre ce qu'on appelle la valeur limite d'exposition. Le mercure est très peu sympathique, hein. C'est le métal lourd le plus dangereux au monde. Mais tant que le tube est en place, qu'il n'est pas cassé, qu'il n'est pas fondu, non, la vapeur de mercure restera à l'intérieur. Oui, alors en fait, oui. Pour plein de raisons, c'est-à-dire que la technologie est vieillissante. Oui, il faut que je répète les questions. Oui, va-t-on remplacer des tubes qui marchent? Alors oui, on va le faire dans certains cas, c'est-à-dire des tubes qui ont 30 ans. Hein, tout le monde a peut-être un sous-sol chez ses parents et ses grands-parents où il y a des tubes qu'ils ont connus tout petits. C'est-à-dire c'est des tubes, ils servent une fois par jour. C'est une technologie la durée de vie est très longue, hein, comme pour les LED. Hein. Les LED, on vous dit que vous les achetez cher, d'accord, mais elles vont durer 10 ans. Les tubes luminescents, c'est quasi éternel. Hein. Donc, de temps en temps, ils se mettent à clignoter, c'est là qu'il faut les changer, parce que là, ça flash dans les yeux. Voilà, donc, et il y a un programme qui vise à éliminer tous les tubes d'ancienne génération qui contiennent énormément de mercure et surtout qui sont plus aussi efficaces d'un point de vue énergétique que ce qu'on sort maintenant sur le marché. Ouais. Oui. Quelle est la réelle différence entre les composants recyclables dans les lampes halogènes et les lampes à LED? Alors, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? La différence entre lampes halogènes et lampes à LED au niveau des composés qui sont recyclables. Alors, est-ce qu'il y a de recyclable entre des halogènes et des LED? Alors, je vais dire rien. C'est-à-dire que si vous démontez une LED,
La partie où il y a les semi-conducteurs qui vont produire l'émission lumineuse, c'est une toute petite plaquette de rien du tout. Ça veut dire que les LED, qu'est-ce qu'on a à récupérer dans une LED? C'est le verre, le métal et le plastique, c'est tout. Alors l'avantage des LED, c'est qu'on n'est pas embêté par des vapeurs de mercure. Il n'y a rien de dangereux dans une LED. D'accord? On pourrait dire, oui, il y a l'arsenic de l'arsénure de gallium, c'est-à-dire les composants électroniques, mais il y en a dans tout. Donc il n'y a rien de dangereux dans une LED, mais il n'y a rien qui ait une vraie valeur ajoutée. Et dans les halogènes, c'est pareil. Dans les halogènes, c'est quoi? C'est un filament, c'est un gaz, un halogène qui remplit le tube, et puis du verre. D'accord? Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment rien à valoriser là-dedans. Et les halogènes, évidemment, en termes, si vous vous rappelez le transparent que j'avais avec les classes énergétiques, alors les halogènes, il faut éviter. Hein. Nous, par exemple, sur le site de Bridoux, on a 6 amphis. On avait 6 amphis qui étaient éclairés halogènes. Alors à l'époque où ils ont été faits, évidemment, on n'était pas capable de faire des projecteurs LED de forte puissance pour des amphis comme celui-là. Mais maintenant, c'est possible. Donc nous, on a tout remplacé. C'est l'UL qui a payé, parce que c'était un gros investissement, mais l'UFR dans lequel je suis rembourse l'Université de Lorraine sur 3 ans. C'est-à-dire en 3 ans, avec la baisse de notre facture d'électricité, on est capable de rembourser l'investissement des gros spots LED qu'on a installés dans les amphis. Voilà, donc dans LED halogène, rien à valoriser qui a une forte valeur ajoutée. Par contre, rien de dangereux. Mais une des catégories qui est un gouffre énergétique, ce sont les lampes halogènes. Oui. Sachant qu'on met les poils anti-adhésifs dans la veine des métaux et qu'on sait que le téflon est toxique pour l'environnement, est-ce que vous savez s'il y a un traitement de ces... Alors, existe-t-il un traitement pour se débarrasser des revêtements anti-adhésifs, des poils qu'on va mettre dans les veines de métaux? Alors, la réponse est non. Alors là, je vais peut-être choquer, mais tout le monde a entendu parler des dioxines. J'espère. Et puis, on fait une fixation sur l'incinération des ordures ménagères. C'est-à-dire, à chaque fois, oui, ceux qui ne veulent pas d'un incinérateur, qui préfèrent une décharge, c'est leur choix. D'un point de vue olfactif, moi, je préfère l'incinérateur. Un incinérateur, donc, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Donc, vous prenez celui de Ludre, celui de Metz, vous avez un traitement des fumées et un traitement pour éliminer les dioxines qui peuvent apparaître pendant la combustion des ordures ménagères. Un four électrique de sidérurgie, comme par exemple Ascométal à Gondange ou la SAM à Neuf-Maisons, il n'y a aucun traitement pour abattre les dioxines. Et ce sont les plus gros émetteurs de dioxines qu'on puisse trouver parmi tous les industriels. Donc, on recycle des aciers qui sont revêtus avec des composés du téflon ou autre. Le risque numéro 1, c'est que se forment dans les fumées du four, se forment des dioxines. Et si on n'a pas un système qui permet de les éliminer, on ne va pas les éliminer, c'est-à-dire de les capter, notamment avec du charbon actif, eh bien on va émettre des dioxines. L'aspect revêtement antiadhésif, la seule chose qu'on va rajouter, c'est qu'on va avoir des émissions de HF, c'est-à-dire du fluorure d'hydrogène. Et là, par contre, le système d'épuration des fumées est équipé pour abattre les émissions d'HF. On va balancer de la chaux dans les fumées, et on va récupérer comme ça, et on arrive à avoir des émissions d'HF qui sont inférieures à 5 mg par mètre cube dans les fumées. Voilà, donc le téflon n'est pas un problème, dès l'instant où on va recycler ces poils. Oui? Quelle température on incinère des déchets dangereux? Alors, à quelle température on incinère des déchets dangereux? Alors, ça va dépendre du four, c'est-à-dire ça dépend si on fait de l'oxydation classique ou de l'oxydation catalytique. L'oxydation catalytique va permettre de faire de l'incinération à plus basse température. Je dirais qu'en gros, on est dans une plage de température entre 800 et 1000 degrés pour un incinérateur classique. Donc à cette température-là, évidemment, tout ce qui est polymère, peinture, résidus de pesticides, tout ce que vous avez amené, eh bien, ça va disparaître. Et donc, normalement, alors les incinérateurs comme celui qu'on a vu de Sautrénor, ou les incinérateurs d'ordures ménagères, c'est exactement la même chose en termes de traitement et de traitement des fumées. C'est-à-dire l'impact environnemental est exactement le même. Alors pourquoi on a fait 2 catégories? Bon, je ne sais pas, parce qu'il y a des déchets qui sont dangereux et il y a des déchets qui ne le sont pas, les ordures ménagères. D'accord? Et au final, là où les deux vont se retrouver, c'est que quand on va retraiter les fumées,
on va fabriquer ce qu'on appelle des résidus de fumée d'incinération. Pour les ordures ménagères, on les appelle DND, déchets non dangereux. Pour les déchets dangereux, DD, déchets dangereux. Et ces déchets-là sont vraiment dangereux, on va devoir les stocker dans des centres de stockage de déchets dangereux. Il y en a 16 en France. Et ça fait à peu près 450 000 tonnes de ces déchets dangereux par an, issus directement de l'incinération. Mais si par exemple je prends une tonne d'ordures ménagères que j'incinère, je récupère 25 kg seulement de résidus d'épuration de fumée et 300 kg de mâche fer dans le four. Ces mâches fer, 150 kg sur 300 sont valorisés en travaux publics et les autres retournent en stockage avec les ordures ménagères. D'accord ? Donc voilà. Donc l'incinération, qu'elle soit de déchets non dangereux ou de déchets dangereux, c'est hyper réglementé. Et en termes de résultats énergétiques, il y a une directive européenne qui a imposé à tous les États de fermer toutes les vieilles usines d'incinération qui ne respectaient pas un certain pourcentage de valorisation, que ce soit de l'électricité produite ou du chauffage urbain. Par exemple, l'usine de Ludre, elle alimente une partie de la FST, a priori. Elle alimente des logements sur Vendeuvre. Donc une fois qu'on a produit l'électricité grâce à la vapeur d'eau surchauffée, la vapeur d'eau est encore suffisamment chaude, on l'envoie dans un réseau de chauffage urbain. Et donc tous ceux qui ne respectaient pas, je ne sais plus, il y a un critère assez compliqué à calculer, eh bien elles ont fermé. Donc Metz a fermé il y a 10 ans, on a une nouvelle usine flambant neuve. Il reste quelques incinérateurs parce que c'est quand même un sacré investissement de reconstruire un incinérateur. Et en gros, en France, on peut estimer qu'on incinère un peu plus de la moitié de nos déchets. Le reste est enfoui. Dans les incinérables. Oui. Vous nous avez dit que Umicore était capable de récupérer le palladium et l'or des cartes électroniques. Oui. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que Umicore arrive à séparer les différents composants des cartes entre eux? Et ensuite, comment est-ce que Umicore s'y prend pour séparer les métaux? Alors, comment Umicore fait pour récupérer le palladium, l'or? Alors, Umicore va utiliser, en fait, au départ, Umicore, c'est un métallurgiste. Et il se trouve que parmi les métaux qu'Umicore produit, il y a du cuivre. Les métaux précieux sont miscibles dans le cuivre. D'accord ? Jusqu'à, généralement, on s'arrête à 15%, mais on peut aller plus loin. Donc, on va prendre les cartes électroniques. Alors, on n'a pas le droit de les mettre en vrac dedans. Parce que si on les met en vrac dans le cuivre, on va avoir des émissions de composés organiques importantes. C'est là qu'intervient un opérateur français, TND, qui a mis au point un procédé pour éliminer les matières plastiques des cartes électroniques. Et lui, ensuite, une fois qu'il a éliminé les plastiques, par différentes techniques, il a un concentré de métaux précieux qui vend beaucoup plus cher à Umicore, qui lui va pouvoir en mettre beaucoup plus dans son four sans avoir d'émissions atmosphériques polluantes. Une fois qu'on a coulé des lingots de cuivre qui contiennent 15% d'or, de palladium et d'argent, ensuite on va les vendre à un spécialiste des métaux précieux qui va, alors là c'est là qu'on cesse d'avoir des procédés verts. Parce que parmi les procédés qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque à l'eau égale, donc mélange acide nitrique, acide chlorhydrique, pour dissoudre le lingot de cuivre avec tous les métaux précieux. Et après, c'est de la rigolade pour les spécialistes des métaux précieux, comme par exemple la BASF ou Johnson Matthey, qui eux vont acheter ce concentré de métaux précieux et vont séparer les métaux précieux. D'accord? Voilà comment fait Umicore. Au passage, évidemment, le cuivre va fondre dans le cuivre. Donc au passage, on va récupérer également tout le cuivre du circuit imprimé. Mais tous les autres métaux, tantale, etc., vont se retrouver dans les scories. Donc la valorisation n'est pas totale. Umicore a un stockage à proximité de son usine, ça sera la mine de demain. C'est-à-dire que Umicore balance tellement de scories chargées en tout, notamment en tantale, qu'un jour il y aura plus de tantale à Anvers qu'en République démocratique du Congo. Bon, pas tout de suite. Il y avait une autre question quelque part, non? Oui? Comment ça se passe? Les entreprises que vous avez citées, elles rachètent les déchets à la France aux déchetteries comment ça se passe au niveau d'achat des déchets? Alors effectivement, comment ça se passe? Oui, faut que je répète la question. Donc comment font les entreprises pour se procurer les déchets? Est-ce qu'elles payent? Alors la réponse est oui. Donc les éco-organismes français, qui sont, je le rappelle, à but non lucratif, ont comme objectif de trouver ce qu'on appelle la meilleure technologie disponible sur le marché pour pouvoir valoriser ce qu'ils ont collecté. Alors dans certains cas, on ne se pose pas la question. Les piles, il n'y a pas besoin de les exporter.
Et puis quand vous discutez avec les gens d'écosystème en disant « Mais attendez, bande de grands méchants, il y a des PME qui ont besoin de cartes électroniques et qui ne trouvent pas la matière première, et vous les exportez en Belgique ou en Allemagne. Ah oui, mais ils vous disent que là-bas, la technologie, elle est mûre, alors qu'en France, les technologies, elles sont balbutiantes. Donc on va chercher là où on va pouvoir valoriser. Évidemment, on fait payer. Il existe une bourse des déchets. Hein, ce n'est pas la bourse de Londres, mais il y a une cotation des déchets, donc on vend des déchets sur le marché. Terra Nova, donc, que j'ai cité tout à l'heure, achète des déchets à l'étranger. Ils achètent même une somme en Chine. D'accord ? Et là, ça paraît impensable. On va acheter des D3E aux Chinois. Ouais. Parce que là-bas, on a identifié un gisement dans lequel il y a beaucoup de tantale, on y met le prix et on va acheter ces déchets aux Chinois. Donc il y a des flux de déchets électroniques un peu partout, et donc ces déchets, ils ont une valeur marchande. Évidemment, plus ils contiennent des métaux importants, plus ça se vend. D'où l'importance également de connaître ce qu'on vend. D'accord ? Et là, c'est pas facile. On a vu une fois la question de la responsable du recyclage de chez Orange. Et elle disait qu'en France, elle ne trouvait pas de labo capable de lui analyser correctement une carte électronique pour connaître sa vraie valeur et pouvoir la vendre. Bon, elle n'a pas bien cherché, hein, parce qu'il y a plein de gens compétents, surtout en Lorraine. Oui, il y a une question tout en haut là-bas. C'est pas une question, c'était faire de la pub. Du coup, pour ceux qui ne savent pas faire leur téléphone, il y a le site internet je donne mon téléphone.fr et ça envoyé au Deux-Sèvres à Emmaüs par courrier, vous pouvez envoyer votre téléphone. Alors là, donc je vais essayer de relayer l'information. Donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur téléphone portable, il y a un site qui s'appelle je donne mon téléphone.fr en lien avec les ateliers du bocage ou les communautés Emmaüs que j'ai citées tout à l'heure. Donc et là, en plus, vous ferez une bonne action parce que si vous les alors on va peut-être pas avoir 25 000 portables à nous tous, mais si vous les ramenez, vous allez créer un emploi. Et là, vous allez dormir avec le sentiment du devoir accompli. Moi, c'est pour savoir, du coup, il n'y a pas encore de technologie de recyclage du tantal. Alors, y a-t-il une technologie de recyclage du tantal? Donc là, je vais être obligé de faire de la pub à ma collègue Sophie, ici présente. Donc Sophie, justement, il y a quelques années, dans le cadre d'une ANR, avec comme partenaire l'Institut de chimie séparative de Marcoule et le laboratoire de chimie moléculaire et environnement de Chambéry et TND, Terra Nova, a mis au point un procédé révolutionnaire de récupération du tantal. Et, alors on ne sait pas trop où ça en est, il y a une start-up qui est sur le point de démarrer. Alors initialement c'est quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais, il a cherché des aides dans sa région, qu'il n'a pas trouvé. La Lorraine voulait l'accueillir, donc autour de Metz, et au final il va s'installer à Charleville-Mézières. À quoi? À Donchery, mais c'est pas loin. Alors, donc a priori, la start-up qui va essayer de récupérer le tantal des cartes électroniques de téléphone devrait s'installer d'ici peu à Donchery, dans les Ardennes. C'est beau. Je vous propose de féliciter à nouveau notre